Bonjour. Causerie numéro 13. Du poisson aux primates. Pendant des centaines de millions d'années, notre ancêtre poisson évolua. Un jour, à son insu, il sentit un appel vers de nouveaux horizons. Muni d'une structure osseuse, d'une capacité d'assimilation alimentaire et d'élimination de déchets, d'un système respiratoire et de moyens de locomotion. Notre ancêtre se vit prêt pour de nouveaux défis. Le poisson nageait souvent près de la surface de l'eau. Parfois, mu par un élan irrésistible, il sortait sa tête jusqu'à la hauteur des branchies. Là, à son insu, il respirait l'air humide qui caressait l'onde. Un jour qu'il pratiquait insouciamment son passe-temps favori, il sortit la tête de l'eau, bouche toute ouverte, comme pour mieux respirer. Au même moment, un insecte, surfant les vagues, passa par là. Alors, à son insu, notre ancêtre lointain goba l'infortuné, qui se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit. Pris de panique, il s'enfonça brusquement dans l'eau en avalant sa proie. Dans ses jeux à l'air libre, le poisson observait un horizon inconnu. Puis un jour, son instinct l'incita à y aller voir de plus près. Il attendit la marée haute pour risquer quelques avances audacieuses à la limite terre-eau. Mais à l'approche de la marée basse, il retournait vivement dans son élément naturel. Parfois, certains retournèrent à l'eau qu'après d'ultimes efforts, alors que d'autres, piégés, s'asphyxièrent et moururent sur la plage. Néanmoins, les plus téméraires recommencèrent, et l'expérience se renouvela. Ainsi, à marée haute, étendu sur un îlot de fortune, il expérimentait progressivement la respiration pulmonaire à l'air libre. À chaque génération, les séjours sur le rivage perdurèrent jusqu'au jour où il passa plus de temps dans la poussière que dans l'oisiveté maritime. Puis, après un temps très long, des cavités irriguées de capillaires apparurent et s'élaborèrent derrière les branchies. Ainsi, lentement mais sûrement, ces cavités irriguées de capillaires se transformèrent en poumons. Tantôt, il respirait l'oxygène de l'eau. Tantôt, il respirait l'oxygène de l'air. Tantôt, il éliminait dans l'eau les résidus de ses activités respiratoires, le gaz carbonique. Tantôt, à l'air libre. Possédant branchies et poumons, il expérimentait la vie de type neuste. Également, il prenait plaisir à se nourrir d'insectes, ainsi que d'un aliment nouveau, les végétaux riverains. Alors, il trouvait sa nourriture dans l'eau, tout comme sur la terre ferme. Les géniteurs passèrent leur connaissance de génération à génération. Cependant, ils continuèrent, pour un temps encore, à procréer dans l'eau. Les premières expériences terrestres furent extrêmement laborieuses. Quoiqu'il trouvât sur Terre les mêmes nécessités que dans l'eau, manger, se protéger et procréer, l'environnement lui était totalement étranger. Si dans l'eau, la sustentation aquatique supportait bien le poids de son corps, facilitant la locomotion natatoire, par contre, la terre ferme obligeait ses nageoires pelviennes et anales à traîner avec peine ce corps immigrant sur un sol parsemé de roches et de débris de végétation et à contourner monticules et cratères. Aussi, ses premiers pas furent très malhabiles. Principalement végétarienne, la cueillette fréquente et permanente de nourriture l'astreignait à des efforts nouveaux et soutenus.
Il lui fallait soulever ce corps devenu lourd, le soutenir sur 3 membres natatoires, tandis que l'autre membre s'appuyait sur la terre ferme pour effectuer un petit pas, qu'accompagnaient des efforts de propulsion vers l'avant. Pour se tourner sur un côté, il lui fallait encore plus d'efforts, en effectuant une série de petits pas de côté. La locomotion exigeait beaucoup d'énergie, donc plus de nourriture et de déplacement. En outre, privé de la température ambiante presque stationnaire dans l'eau, le nouveau terrien, sur la terre ferme, dut s'habituer à ces grands écarts, chaleur suffocante le jour, froid glacial la nuit venue. Mais poussé par un besoin occulte qui conjurait tout retour en arrière, ces nouveaux habitants terrestres luttèrent contre la réalité implacable de l'évolution. Parfois, le nouveau terrien prenait un petit repos, retournant temporairement dans le dougali de la mer. Pour la femelle, son instinct maternel la poussait vers son lieu de ponte, l'eau. Alors, au prix de laborieux efforts, elle se dirigeait en toute hâte vers le lit d'accouchement. En cours de route, elle perdait nombre d'œufs que le mâle ne parvenait pas à féconder. Néanmoins, dans la frayeur nostalgique, un grand nombre survivait, rapidement et copieusement arrosé du sperme géniteur. Mais l'appel de la terre les ramenait pour transmettre à leur progéniture les connaissances acquises. L'ancêtre adopta ses présences sur la terre ferme en modifiant sa morphologie. Ces exercices quotidiens, soulèvements et avancements, développèrent ses nageoires, lesquelles se solidifièrent et se transformèrent en pattes. Celles-ci, avant et arrière, s'allongèrent, devinrent massives. Des muscles puissants secondèrent les efforts de ses nouveaux membres. Avec l'expérience, il apprit à balancer son corps de l'arrière vers l'avant, tout en gardant son équilibre sur 2 pattes seulement, les 2 autres bondissant d'un pas vers l'avant. Par ce nouvel exercice, il acquit de la rapidité. Puis il ajouta de la souplesse à l'exécution. Pour ce faire, il développa une articulation à mi-chemin de chaque membre de locomotion, genou, coude, ainsi qu'une autre articulation, talon, poignet, avant les extrémités des membres pour amortir le choc, alors qu'il rebondissait sur le sol après chaque déplacement. Finalement, à l'extrémité même des membres locomoteurs, il forma un membre nouveau, constitué du cartilage de la nageoire du poisson des doigts ondulés. Ces acquisitions le libérèrent de la contrainte de l'arrêtation et lui assurèrent souplesse et rapidité nécessaires pour se nourrir et se défendre. En fin de compte, il put se soulever, se déplacer, se tourner plus vite. Sa nageoire caudale s'unifiant, s'allongea et devint sa queue. Quant à ses nageoires de stabilisation, sur le dos ou sur le ventre, alors superfétatoires, elles disparurent. Son vêtement d'écaille, favorisant le glissement de son corps dans l'eau, se modifia aussi. Il fut remplacé par un épiderme nouveau, percé de nombreux orifices des pores. Des gouttelettes de transpiration suintaient de ses pores minuscules. Elles témoignaient de la chaleur caniculaire et de ses activités musculaires. Pour protéger cet épiderme nouveau, un manteau de poils habilla la presque totalité de son corps. Vivant hors de l'eau, les liquides trouvés dans la nourriture végétale ne compensaient pas pour les pertes d'eau de la transpiration. Alors fréquemment, il retournait à l'eau pour étancher sa soif et pour se rafraîchir. Les efforts de déplacement, le fait de supporter des températures extrêmes, la nourriture nouvelle, l'air libre, le façonnèrent. L'instinct du mâle le guida vers une fécondation par pénétration, en même temps que se produisait
une mini-évolution dans le microcosme utérin de la femelle. Chez celle-ci, la progéniture diminua en nombre, mais augmenta en volume. Trouvant au sein maternel espace et nécessités vitaux, protection et nourriture, les nouvelles générations parvenaient à maturité dans ce giron protecteur. Après des millions d'années et des milliers de générations, la femelle passa d'ovipare à vivipare. Elle donna naissance à un être vivant. À l'absence d'œufs, emmagasinant la nourriture nécessaire jusqu'à l'éclosion, la femelle nourrissait le rejeton dans le sein maternel. En même temps, des organes mammaires extérieurs apparurent afin de poursuivre l'allaitement du nouveau-né. Et c'est ainsi que notre ancêtre le poisson devint un primate. Merci, Armand.